C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à l'invitation de l'association F-Wood, représentée par Madame Kacher et son staff. Je salue la présence parmi nous de la délégation Votre territoire à Béjaïa. Le Béjaïa donc a une histoire commune avec la Tunisie qui s'étale sur plusieurs siècles. J'allais dire une dizaine de siècles, mais il y en a 5 siècles qui sont très importants. Et ici, vous voyez, c'est l'époque hafside, où à l'époque, Béjaïa était rattaché donc à Tunis. Bien que pendant certaines périodes, il y avait donc une indépendance temporaire. Donc voici les différentes périodes donc, du royaume berbère des Zirites, où en 1004, donc, les Hamadites vont se dissocier. Je rappelle que voilà, vous avez cette carte qui a été présentée à l'Institut du monde arabe à Paris en 2006, où vous voyez donc les domaines scientifiques des grands centres intellectuels du monde musulman. Vous voyez sur le Maghreb, il n'y a que 4 centres qui sont présentés. 2 à l'ouest, c'est Fès et Marrakech. 1 à l'est, c'est Kairouan. Et 1 au Maghreb central, c'est Béjaïa, avec une mention mathématique. Vous connaissez tous Al-Khawarizmi, vous connaissez tous Ibn Sina, et tout ce que ça a mis en avant donc, en termes de sciences, mais ensuite les traductions, et enfin, comment ce savoir des pays de l'islam arrive au Maghreb. Elle arrive donc au 9e siècle à partir d'une ville qui s'appelle Kairouan. Il y a eu des traductions. Vous voyez ici un manuscrit de l'Almageste de Ptolémée qui est écrit en écriture maghrébine, et très rapidement Kairouan va devenir un centre intellectuel très important. Vous voyez ici Al-Bouhazen Ibn Abi Rijal qui est un des savants phares de cette ville, mais c'est surtout l'école de médecine de Kairouan qui va rayonner sur l'Europe grâce à un Tunisien qui s'appelle Constantin Africain et qui va avec l'Europe. Donc, grâce donc à la traduction en latin des œuvres des médecins de Kairouan. Ensuite, les Beni Hillel vont s'attaquer à Kairouan, ils vont détruire la ville, et donc l'élite savante va émigrer. Une partie va venir à Mehdia, qui va devenir la nouvelle capitale du royaume zirite. Et Mehdia va devenir un centre intellectuel très important. Une autre partie va venir du côté de Msila, à la Qala'a des Beni Ahmed, donc 1004, ensuite 1007. La Qala'a va se développer. C'est le premier centre urbain du Maghreb central. Et très rapidement, donc, il va y avoir un milieu scientifique important qui va se constituer. Vous voyez au centre, il y a Ibn Nahwi, qui, lui, vous voyez le relais, les liens qu'il y a avec l'école de Kairouan. Et ensuite, les Beni Hillel vont s'attaquer à la Qala'a, et donc l'élite savante va venir à Béjaïa. C'est en 1067 que Béjaïa va devenir un centre, une capitale, une grande capitale sur les rives de la Méditerranée. Et à ce moment-là, donc il y avait à l'est également Fès et Marrakech. Marrakech, donc, où a travaillé pendant 40 ans Ibn Rushd à Averroès. C'est là-bas qu'il a initié son commentaire d'Aristote, et Fès également, avec, vous voyez ici, le célèbre mathématicien juif Maïmonide qui a travaillé dans cette ville.
Donc voilà, à ce moment-là, se met en place ce circuit, donc Béjaïa, Fès, Marrakech et Tunis à l'est. Le royaume hamadite était un véritable État avec son style architectural, sa monnaie, sa flotte, son administration. Et voici ici des relais entre Kairouan et Bougie, donc au XIIe siècle. En parlant de cette ville, Béjaïa, à cette époque, à avoir en tête, port de commerce. Donc vous voyez ici les produits qui circulaient, et le produit phare qui circulait à l'époque, ce sont les petites chandelles qu'on appelle des bougies parce qu'elles étaient fabriquées ici à Bougie à base de cire d'abeille. Centre d'enseignement supérieur, vous voyez ici ce qu'on appelle les princes de la science à Bougie. Et enfin, le dialogue interreligieux avec ce document exceptionnel. Il s'agit donc d'une lettre du pape Grégoire VII qui a écrit donc au prince Al-Nasir en 1076, donc ça fait pratiquement 10 siècles. Ce milieu scientifique était originaire de différentes régions de la Méditerranée, et parmi ces savants qui sont passés à Béjaïa et à Tlemcen et à Tunis, ces savants sont originaires de différentes régions. Vous avez ici le célèbre poète sicilien Ibn Hamdis, qui est mort ici à Béjaïa, Ibn Tumert, le Mahdi, celui qui va fonder l'empire almohade, qui va pendant plus d'un siècle et demi rayonner donc, sur un territoire qui va du Portugal jusqu'aux frontières de l'Égypte, passe d'abord à Mehdia avant de venir en 1118 à Béjaïa. Et vous le voyez ici sur cette illustration qui a été faite par l'artiste peintre Ali Tbchouch. On le voit au niveau de l'oratoire de Mellala, en train de mettre en place avec Abdul Boumen ce plan de fondation de cet empire. Vous voyez ici le mirhab de la mosquée Ibn Tumert à Mellala. Donc un milieu scientifique exceptionnel. Je passe sur Sidi Boumedienne, mais je ne peux pas ne pas parler du célèbre métaphysicien andalou Ibn Arabi, qui passe d'abord à Béjaïa en 1201, donc où il a eu une vision très célèbre, et ensuite qui va à Tunis, où il va écrire un livre très célèbre qui s'appelle Insha Dawaqi. À Béjaïa, donc, a séjourné le célèbre mathématicien italien Leonardo Fibonacci, et c'est à partir de là qu'il va populariser l'utilisation des chiffres arabes en Europe. El-Idrissi, qui est l'auteur de la fameuse carte mondiale, qui a été le géographe attitré du roi normand Roger II de Sicile, à partir de son livre, vous voyez, on peut mettre en avant les communications au niveau du Maghreb. Pour parler des savants de Béjaïa, il y a un ouvrage biobibliographique qui s'appelle Anouane Diraya, Filcher Béjaïa, écrit par Al-Robri. Vous voyez cet ouvrage où on a fait un décompte, donc il donne la biographie de 108 savants de Béjaïa, et on a fait une structuration du milieu scientifique. Et alors ce qui est intéressant, parmi les savants qu'il cite, il y en a un qui est un médecin, qui s'appelle Ibn Andras, qui était ici en poste à Bougie, qui va écrire un livre de médecine, et il va faire un décompte des plantes médicinales, et ensuite il va aller à Tunis. Pourquoi? Parce qu'il va devenir le médecin attitré du prince El-Mustansir de Tunis. Personnage est lié à nos deux villes, à Béjaïa et à Tunis, c'est le philosophe catalan Raymond Lull. Il est entré dans l'histoire à Béjaïa parce qu'il arrive en 1307 et il va aller, donc vous le voyez ici sur la place centrale, en train de dire que le christianisme est meilleur que l'islam et qu'il était prêt à le démontrer. Il a failli être lynché par la population,
Il existe actuellement en Catalogne des dizaines d'illustrations de ce type, mais ensuite il va être libéré, il va partir et il va en Europe écrire un livre très célèbre qui s'appelle La Disputatio, où il se donne le beau rôle. C'était un livre qui était destiné au pape d'Avignon pour un projet de croisade intellectuelle. Et ce livre, pourquoi il est très important? Parce qu'actuellement, c'est le seul livre qui existe et qui montre quels étaient les rapports de Raymond Lull avec les savants de l'islam. Et vous voyez sur ce circuit, c'était là où il circulait, et vous voyez qu'il est passé par Tunis et il est passé par Béjaïa. L'autre personnage dont on ne peut pas parler, c'est Ibn Raqam, le fameux astronome, qui, bien sûr, est passé à Béjaïa et ensuite à Tunis. Il a fait des tables astronomiques. Et vous voyez le nouvel espace que nous venons de créer avec le parc national du Gouraya, l'espace Ibn Raqam qui se trouve à Sidi Wali. Il s'agit d'un cadran solaire. Ibn Khaldoun également donc, appartient à la Tunisie et à l'Algérie. Il est né à Tunis, mais il a été en poste ici à Bougie, dans le Khasaba, où il donnait des cours de jurisprudence et de mathématiques. Et vous voyez que c'est lui qui définit la notion de frontière à partir donc de la marche de Bougie. Son frère également, Yahya Ibn Khaldoun, a été en poste ici, mais il est beaucoup plus connu par son séjour à Tlemcen, où il a écrit ce livre important. Bon, je passe sur tout ça parce qu'on me dit qu'on n'a pas de temps. Il y a toute une famille de savants qui s'appellent les Mejdelli, qui sont très connus à Tunis, mais ils sont originaires d'une tribu qui s'appelle les Mejdella, qui se trouve du côté de Bouya. Et vous voyez ici les liens qui existent entre eux, et l'un d'entre eux, et vous le voyez, donc il passe par Béjaïa et par Tunis. En 2011, le théâtre régional de Béjaïa a monté ce spectacle qui s'intitule Mejdelli Zouaoui fi Tlemcen, où il y avait 35 comédiens sur scène. Vous voyez ici certains de... Alors, la tradition mathématique médiévale du Maghreb a pu être constituée grâce justement à cette coordination donc, de savants originaires de différentes régions. Il y en avait un à Marrakech qui s'appelle Ibn al-Banna, et ensuite il va avoir des élèves originaires de différentes régions du Maghreb qui vont faire un commentaire de son traité, et l'un de ces personnages le plus important, vous le voyez ici, c'est Al-Qalasadi, qui est considéré comme le dernier des mathématiciens et qui a été en poste donc à Tunis, après qui a popularisé l'utilisation du symbolisme. Vous voyez ici, le X par exemple, il utilise la lettre Shin du mot Shay, donc ça veut dire chose. Après le XVIe siècle, vous voyez, donc il y avait ce conflit mondial en Méditerranée entre deux puissances, donc les Ottomans et les Espagnols, et l'un des amirals de la flotte ottomane s'appelle Péréris, et il donne des détails. Par exemple, le seul témoignage que nous avons sur Sidi Foueti, c'est ce qu'il raconte lui-même. Après le XVIe siècle, vous voyez, il y a eu création donc, du royaume des États Abbès dans les Liban, et on sait comment est-ce que les deux enfants donc, du prince de Tunis s'y sont réfugiés, et à l'époque ottomane, vous avez également eu des rapports importants. L'un des exemples qui est important de citer, c'est le mathématicien Al-Géraud
ottoman qui s'appelle Ibn Hamza, qui est né à Alger, dont la mère était, ça c'est assez particulier, c'est la mère qui était ottomane et le père qui était algérien. Il va écrire un livre très célèbre qui s'appelle Tuhfat al-Adat, et Ibn Hamza va terminer sa carrière à Tunis en gérant l'une des plus importantes écoles de l'époque. Après ça, disons jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 20e siècle, la Zaytouna va jouer un rôle très important. Vous savez que en Algérie, au Maghreb central de manière générale, après le XVIe siècle, il n'y a plus eu d'institution de référence, contrairement à la Tunisie où il y avait la Zaytouna et au Maroc où il y avait la Qaraoui. Les institutions, les Zaouïa, Institut de la Kabylie, envoyaient les diplômés pour aller à Tunis pour compléter leurs études, et certaines institutions avaient trouvé un artifice. C'est le cas, par exemple, de la Zaouïa de Tabarros, du côté de Sidi Aïch, où, vous savez, pour aller à Tunis, donc, il fallait avoir des laissez-passer. Donc, ils avaient créé une ferme dans la région de Tunis, et ils envoyaient les talbas là-bas pour, comment dirais-je, soi-disant pour travailler comme ouvriers au niveau donc, de la ferme, mais en fait, ils allaient à la Zaytouna, et là, donc, beaucoup d'entre eux sont devenus donc des savants de premier plan et sont revenus ici, parmi lesquels il y a Mouloud Hafidi et d'autres. Voilà, donc en 10 minutes, j'ai essayé de vous montrer quels ont été ces rapports scientifiques entre Béjaïa et Tunis, et surtout, j'ai essayé de mettre en avant donc, des noms qui est reconnu, et je pense que ces aspects que j'ai cités au début doivent être pris en considération, notamment quand ici on organise une rencontre algéro-tunisienne concernant Tunis. À tes comme ça. Merci.